Je m'appelle Corinne Beaumont et j'ai passé toute ma vie dans ma petite maison aux abords de Lyon. Une maison modeste mais chaleureuse, entourée d'un jardin où les rosiers que mon défunt mari Marcel avait plantés continuaient de fleurir chaque printemps. C'est dans cette maison que j'ai élevé notre fils unique, Antoine. J'ai consacré ma vie à cet enfant après la disparition précoce de Marcel, sacrifiant ma carrière de pianiste pour devenir professeur de musique à l'école du quartier. Je pensais connaître toutes les douleurs que la vie pouvait infliger à une femme. J'avais tort. Il y a 6 mois, mon fils m'a annoncé son mariage avec Camille Levasseur, une jeune femme parisienne, élégante comme un mannequin de magazine, avec ce regard qui vous jauge en une fraction de seconde. Dès notre première rencontre, j'ai senti qu'elle me considérait comme une provinciale insignifiante. Ses sourires polis cachaient mal son impatience quand je parlais. Mais j'ai fait ce que les mères font depuis la nuit des temps. J'ai souri et j'ai accepté, car le bonheur de mon fils passait avant tout. Les semaines précédant le mariage ont été un tourbillon d'émotions contradictoires. La joie de voir mon fils s'engager, la douleur de l'absence de Marcel, qui aurait dû être là, et cette sensation persistante que je n'étais pas la bienvenue dans cette nouvelle famille qui se formait. Les parents de Camille, les Levasseur, propriétaires d'une chaîne de boutiques de luxe à Paris, me regardaient comme une curiosité déplacée. « Alors c'est vous, la mère d'Antoine ?» avait dit Jean-Pierre Levasseur lors de notre rencontre, comme si mon existence même était une surprise désagréable. J'ai passé des nuits entières à chercher la tenue parfaite pour le mariage. Mon amie Sylvie, propriétaire d'une petite boutique à Lyon, m'a aidé à choisir une robe bleu marine, élégante sans être ostentatoire. « Tu seras la plus distinguée des mères », m'avait-elle assuré en ajustant l'ourlet. J'y croyais, je voulais y croire. Pour Antoine, le matin du mariage, j'ai quitté ma petite maison de Lyon pour me rendre au Château des Roses, près de Bordeaux. Un lieu magnifique que je n'aurais jamais pu offrir à mon fils pour son mariage. La route a été longue, 5 heures de train pendant lesquelles j'ai répété mentalement les phrases que je dirais, les attitudes que j'adopterais. Je voulais être parfaite pour qu'Antoine soit fier de sa mère. En arrivant au château, j'ai été frappée par le luxe ostentatoire des lieux. Des voitures de sport stationnées devant l'entrée principale, des livrées qui transportaient des arrangements floraux coûteux, des serveurs en gants blancs qui préparaient le champagne. Ce monde n'était pas le mien, mais je me suis avancée, la tête haute, mon petit cadeau sous le bras. Un album photo retraçant l'enfance d'Antoine que j'avais mis des mois à composer. Dans ma chambre d'hôtel, j'ai passé ma robe bleue, ajusté mon collier de perles, celui que Marcel m'avait offert pour nos 20 ans de mariage, et j'ai respiré profondément devant le miroir. « Tu peux le faire, Corinne », me suis-je dit. « C'est le jour d'Antoine. Rien d'autre n'a d'importance. » Je ne pouvais pas imaginer que quelques heures plus tard, devant 200 invités élégants, la femme que mon fils venait d'épouser me dévisagerait avec mépris et prononcerait ces mots qui resteraient gravés dans ma mémoire pour toujours. Qu'est-ce que cette vieille garce fait ici? À cet instant précis, quelque chose s'est brisé en moi, mais quelque chose d'autre est né, une détermination froide, calculée, que je ne me connaissais pas. Si vous venez de Lyon comme moi, peut-être comprendrez-vous cette fierté blessée qui demande réparation. Cette journée allait changer ma vie et celle de ma nouvelle belle-fille d'une façon qu'aucune de nous n'aurait pu prévoir. J'ai su que quelque chose n'allait pas dès notre première rencontre avec les Levasseur. C'était un jeudi soir pluvieux, au restaurant Le Ciel, perché au sommet d'un gratte-ciel lyonnais. Antoine avait réservé une table près des baies vitrées, offrant une vue panoramique sur la ville illuminée. Il était nerveux, tripotant constamment sa cravate, un tic qu'il a depuis l'enfance. À ses côtés, Camille resplendissait dans une robe couleur champagne, qui semblait coûter plus cher que ma garde-robe entière. « Maman, voici Camille », m'avait-il présenté avec un mélange de fierté et d'appréhension. J'ai tendu ma main, qu'elle a effleurée du bout des doigts, comme si elle craignait de se salir. Son parfum capiteux m'a enveloppée, un de ces parfums parisiens, hors de prix, que je ne connaissais que par les publicités. « Antoine m'a tellement parlé de vous », a-t-elle dit avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « C'est charmant de vous rencontrer enfin. » Ce charmant contenait toutes les réserves du monde. J'ai compris immédiatement qu'elle me voyait comme un obstacle, une relique encombrante du passé d'Antoine.
Ses parents sont arrivés peu après, Jean-Pierre avec son costume italien impeccable et Florence dans un tailleur Chanel, leurs alliances assorties, brillant sous les lumières tamisées du restaurant. Le dîner s'est déroulé comme une pièce de théâtre où chacun jouait un rôle prédéfini. Les Levasseur parlèrent de leur résidence secondaire à Saint-Tropez, de leur voyage à New York, de leur relation avec des personnalités que je ne connaissais que par les magazines. Je me suis sentie invisible, transparente, comme si ma présence n'était tolérée que par pure formalité. Puis est venu le moment où Antoine a annoncé qu'ils avaient choisi le Château des Roses pour leur mariage. « Un lieu magnifique, maman. Tu vas l'adorer », a-t-il dit avec enthousiasme. « Le château appartient à un ami de papa », a précisé Camille. « Il nous le prête exceptionnellement. Nous voulons quelque chose d'intime. Juste 200 personnes. 200 personnes. J'ai failli m'étrangler avec mon vin. Pour moi, intime signifiait une vingtaine de proches. J'ai pensé à ma petite liste d'invités. Sylvie, bien sûr, quelques collègues de l'école de musique, mon voisin Lucien, 2 ou 3 cousins éloignés, à peine une dizaine de personnes. « Ce sera merveilleux », ai-je répondu, cachant mon malaise. « Je pourrais peut-être aider avec certains préparatifs. Marcel m'a appris quelques recettes qui pourraient... » « Oh, c'est adorable !» m'a coupé Florence Levasseur. « Mais nous avons déjà engagé le chef Pascal Moreau pour le banquet. 3 étoiles Michelin, vous comprenez? Ce que j'ignorais alors, c'est que Pascal était l'ancien apprenti de Marcel. Le monde est parfois étrangement petit. Les semaines suivantes ont été un balai d'exclusion subtile. Chaque suggestion que je faisais était poliment mais fermement écartée. Les invitations, nous avons un calligraphe réputé. La décoration florale, une designer de Chelsea s'en occupe. La musique, un quatuor de la Philharmonie de Paris est réservé. J'ai néanmoins persévéré, me rendant chaque semaine aux Halles de Lyon-Paul Bocuse, ce temple de la gastronomie que Marcel m'avait fait découvrir. J'y sélectionnais des herbes rares, des épices précieuses, préparant discrètement mes propres contributions au mariage. Non par défi, mais par amour. Je voulais qu'une part de Marcel soit présente ce jour-là, même si personne ne le saurait. Dans ma cuisine, le soir, je testais d'anciennes recettes, affinant les saveurs, me souvenant des gestes précis que Marcel m'avait enseignés. La cuisine est un acte d'amour, disait-il toujours. Même le plat le plus simple peut devenir extraordinaire si tu y mets ton cœur. Ces moments me ramenaient à lui, à nos années de bonheur simple, avant que le cancer ne l'emporte trop tôt. 1 mois avant le mariage, j'ai reçu un appel d'Antoine. Sa voix était tendue, embarrassée. « Maman, à propos de ton idée de préparer quelque chose pour le mariage, Camille pense que ce serait mieux de laisser les professionnels s'en occuper. »« Je comprends », ai-je répondu, la gorge serrée. « Ce n'est pas contre toi, tu sais. C'est juste que tout est déjà planifié dans les moindres détails. Bien sûr, mon chéri, ne t'inquiète pas pour moi. Cette conversation m'a blessée plus profondément que je ne voulais l'admettre. Ce n'était pas tant le rejet de mes plats que le sentiment d'être effacée de cet événement important, comme si mon rôle de mère s'arrêtait à une simple présence silencieuse. Le lendemain, Sylvie m'a trouvée dans mon jardin, taillant mes rosiers avec une vigueur inhabituelle. « Tu massacres ces pauvres plantes », a-t-elle remarqué en s'asseyant sur le banc à mes côtés. « Raconte-moi ce qui ne va pas. » J'ai tout déversé, mes frustrations, mes inquiétudes, ma peur de perdre Antoine au profit de cette nouvelle famille qui semblait me considérer comme quantité négligeable. « Tu sais ce que je pense ?» a dit Sylvie après m'avoir écouté. « Cette Camille a peur de toi. »« Peur? De moi ?» J'ai presque ri. Je suis une vieille prof de piano qui vit dans une maison modeste à Lyon. Elle est jeune, belle, riche, et malgré tout ça, elle craint ton influence sur Antoine. L'amour d'un fils pour sa mère est une force puissante, Corinne. Elle le sait. Cette perspective m'a fait réfléchir. Était-ce possible que derrière son arrogance se cache une forme d'insécurité? 3 semaines avant le mariage, j'ai reçu un email détaillant le programme des festivités. 3 jours complets d'événements au château, cocktail de bienvenue, dîner de répétition, cérémonie, réception, et en bas de page, une note sur le code vestimentaire, tenue formelle exigée, palette de couleurs suggérée, ivoire, champagne, or pâle. J'ai immédiatement appelé Sylvie. « Ma robe est bleu marine », ai-je dit, paniquée. « Crois-tu que je dois en acheter une nouvelle ?»« Absolument pas », a tranché Sylvie. «
Le bleu marine est parfait pour une mer. C'est élégant, classique. Cette suggestion de couleur est pour les invités ordinaires, pas pour la famille proche. Pourtant, le doute s'était installé. J'ai passé des heures devant mon miroir, me demandant si ma tenue serait à la hauteur, si je ne risquais pas d'embarrasser Antoine par ma simplicité provinciale. 2 semaines avant le grand jour, une autre surprise m'attendait. Antoine m'a appelé pour m'informer que je ne serais pas logée au château avec les autres membres de la famille, mais au Grand Hôtel de Lyon, à 15 minutes en voiture. « C'est une question de place, maman », a-t-il expliqué maladroitement. Les parents de Camille ont invité beaucoup de leurs amis proches. J'ai encaissé ce nouveau coup en silence. Cette nuit-là, je suis sortie dans mon jardin, sous un ciel parsemé d'étoiles. J'ai pensé à Marcel, à ce qu'il aurait dit de cette situation. Il avait toujours eu un sens aigu de la dignité, ne laissant jamais personne le diminuer. « Que ferais-tu à ma place ?» ai-je murmuré aux étoiles. Le lendemain matin, j'ai pris une décision. J'ai sorti mes plus beaux flacons en verre, héritage de ma grand-mère, et j'y ai préparé des mélanges d'herbes et d'épices. Pas des poisons, bien sûr. Je ne suis pas ce genre de personne, mais des préparations spéciales aux effets intéressants. Marcel m'avait enseigné non seulement l'art de sublimer les saveurs, mais aussi les propriétés particulières de certaines combinaisons. L'une d'elles, un mélange subtil de certaines herbes méditerranéennes, provoquait une réaction cutanée temporaire, mais spectaculaire, des plaques rouges non douloureuses qui disparaissaient après quelques heures. Je me suis surprise à sourire en préparant ces fioles. Était-ce vraiment moi, Corinne Beaumont, professeure de piano respectée, qui envisageait une telle intervention? Oui, c'était moi, une femme qui avait supporté la perte de son mari, élevé seule son fils, travaillé dur toute sa vie et qui refusait maintenant d'être traitée comme une quantité négligeable. La semaine précédant le mariage, j'ai visité la pâtisserie Beaumont, fermée depuis la mort de Marcel, mais dont je gardais toujours la clé. Dans ce lieu figé dans le temps, imprégné de souvenirs, j'ai finalisé mes préparatifs. J'ignorais encore si j'aurais le courage d'utiliser ces préparations, mais leur simple existence me donnait une forme de pouvoir, un plan B, si les choses tournaient mal. 3 jours avant le mariage, Lucien Bertrand, mon voisin et ami de longue date, est venu me voir. À 70 ans, avec sa silhouette élancée et ses cheveux argentés, il avait conservé une élégance naturelle qui faisait tourner les têtes. « Je t'accompagne au mariage », a-t-il annoncé en me tendant un bouquet de roses de son jardin. « Je ne te laisserai pas affronter ces Parisiens seuls. » Sa présence était comme un baume sur mes inquiétudes. Lucien connaissait mon histoire, ma vie avec Marcel, mes sacrifices pour Antoine. Il serait mon ancre dans cette tempête sociale qui s'annonçait. La veille du départ, j'ai fait ma valise avec un soin méticuleux. Ma robe bleue soigneusement pliée, mes perles nichées dans leur écrin et dissimulées entre mes flacons de parfum, mes petites fioles spéciales. Juste au cas où, me suis-je dit, juste au cas où, sur le quai de la gare, alors que nous attendions le TGV pour Bordeaux, Lucien a serré ma main dans la sienne. « Quoi qu'il arrive, Corinne, souviens-toi de qui tu es, une femme forte, digne, que Marcel aurait été fier d'accompagner. » Ces mots m'ont accompagnée pendant tout le voyage, comme un mantra protecteur. Oui, j'étais forte, oui, j'étais digne. Et si quelqu'un l'oubliait, eh bien, j'avais mes petites fioles pour le lui rappeler. Ce que j'ignorais alors, c'est à quel point j'aurais besoin de cette force, de cette dignité, et peut-être même de ces fioles mystérieuses, car le destin me réservait une humiliation publique d'une ampleur que je n'aurais jamais pu imaginer, même dans mes pires cauchemars. Le château des Roses s'est révélé encore plus impressionnant que je ne l'imaginais. Perché sur une colline surplombant les vignobles bordelais, il ressemblait à une illustration de conte de fées, avec ses tourelles élancées et ses façades de pierre blonde. Le soleil de juin se reflétait dans les fenêtres à meneaux, projetant des éclats dorés sur les jardins à la française qui s'étendaient à perte de vue. Mon taxi s'est arrêté devant le perron principal, où un voiturier en livrée s'est précipité pour prendre ma valise. J'ai réglé la course et suis descendu, les jambes légèrement tremblantes après le long voyage. L'air embaumait le jasmin et les roses, un parfum enivrant qui m'a rappelé le bouquet que Marcel m'avait offert lors de notre premier rendez-vous, il y a si longtemps. « Madame Beaumont ?» Un jeune homme en costume s'est approché.
Je suis Thomas, l'assistant du coordinateur de mariage. Vous êtes attendu au Grand Hôtel de Lyon. Permettez-moi de vous y conduire. J'ai senti une pointe d'irritation. Je venais à peine d'arriver et on me renvoyait déjà ailleurs. Je pensais au moins saluer mon fils avant de partir pour l'hôtel, ai-je dit en essayant de masquer ma déception. Monsieur Antoine et mademoiselle Levasseur sont en séance photo dans les vignobles pour l'instant. Ils ne reviendront pas avant le dîner de répétition ce soir. J'ai acquiescé, ravalant ma frustration. Ce n'était pas la faute de ce jeune homme après tout. Le grand hôtel était confortable, mais clairement moins luxueux que le château. Ma chambre donnait sur un parking, plutôt que sur les vignobles que j'avais entrevus à mon arrivée. J'ai défait ma valise méthodiquement, suspendant ma robe bleue pour en effacer les plis du voyage. Mes petites fioles secrètes ont trouvé refuge dans la poche intérieure de mon sac à main. Non pas que j'avais l'intention de les utiliser, me suis-je rassurée, mais leur présence me procurait un étrange sentiment de sécurité. À 18h, une voiture est venue me chercher pour me ramener au château pour le dîner de répétition. J'avais opté pour une tenue simple mais élégante, un tailleur gris perle que Sylvie m'avait confectionné spécialement pour l'occasion. Le dîner se déroulait dans l'orangerie du château, un espace magnifique aux murs de verre où des orangers en pot diffusaient leurs parfums subtils. Des tables rondes avaient été dressées, chacune ornée de compositions florales élaborées dans des tons ivoire et or pâle. J'ai cherché Antoine du regard et l'ai enfin aperçu, entouré d'un groupe de jeunes gens que je ne connaissais pas. Mon cœur s'est serré. Il semblait si adulte, si loin du petit garçon qui venait me montrer ses dessins à la table de la cuisine. « Antoine !» ai-je appelé doucement en m'approchant. Son visage s'est illuminé quand il m'a vu et pendant un instant, j'ai retrouvé mon petit garçon. « Maman, tu es arrivée !» Il m'a enlacée et j'ai savouré ce moment de proximité. « Tu as fait bon voyage? Tu t'es bien installé à l'hôtel? Tout est parfait !» ai-je menti avec un sourire. « Le château est magnifique. Tu as fait un choix splendide. C'est Camille qui a tout organisé, » a-t-il répondu avec fierté. « Ah, la voilà justement. » Camille s'est approchée, resplendissante dans une robe fourreau couleur champagne qui mettait en valeur sa silhouette élancée. Ses cheveux blonds étaient relevés en un chignon sophistiqué, dévoilant un cou gracile orné d'un collier de diamants qui scintillait à chaque mouvement. « Madame Beaumont » a-t-elle dit avec ce sourire poli qui n'atteignait jamais ses yeux. « Quel plaisir de vous voir. J'espère que votre chambre d'hôtel est confortable. »« Très » ai-je répondu. « Et ce château est vraiment enchanteur. N'est-ce pas? Les jardins sont l'œuvre d'un disciple de le nôtre. La cérémonie aura lieu demain près de la grande fontaine, si le temps le permet. » Notre conversation a été interrompue par l'arrivée des parents de Camille. Florence Levasseur portait une robe Valentino. Je l'ai reconnue pour l'avoir vue dans un magazine. Et Jean-Pierre arborait un costume sur mesure qui criait son prix exorbitant. « Ah, Madame Beaumont !» a dit Jean-Pierre avec une cordialité étudiée. « Nous sommes ravis que vous ayez pu faire le déplacement depuis Lyon, c'est bien cela ?» En effet, ai-je confirmé, notant la légère hésitation, comme s'il avait du mal à se souvenir d'où venait cette femme insignifiante qu'il avait déjà rencontrée. « Lyon a son charme », a commenté Florence avec condescendance. « J'y suis passée une fois pour une exposition de soierie. C'était pittoresque. J'ai serré les dents et souri. Marcel m'avait toujours dit que la véritable élégance se manifestait dans la façon dont on traitait ceux qu'on considérait comme inférieurs. À cet égard, les Levasseur étaient loin d'être élégants. Le dîner a été servi, un festin gastronomique préparé par Pascal Moreau. J'étais placée à une table éloignée de celle des mariés et de leurs parents, entourée d'invités que je ne connaissais pas. Des cousins éloignés de Camille, ai-je compris, qui semblaient aussi peu intéressés par ma présence que je l'étais par leur conversation sur les dernières tendances mode parisiennes. Heureusement, Lucien est arrivé au milieu du repas, s'excusant pour son retard dû à un problème de train. Sa présence a été comme une bouffée d'air frais. Il s'est assis à côté de moi, me serrant discrètement la main sous la table. « Alors, comment se passe cette soirée de rêve ?» a-t-il murmuré avec une pointe d'ironie. « Disons que je me sens aussi à ma place qu'un pingouin dans le désert. » ai-je chuchoté en retour, ce qui lui a arraché un rire étouffé. Le repas s'est poursuivi et j'ai surpris plusieurs fois le regard de Camille posé sur moi, un regard évaluateur qui me mettait mal à l'aise. À un moment donné, je l'ai vu se pencher vers sa mère
murmuré quelque chose, et toutes deux ont jeté un coup d'œil dans ma direction avant de pouffer discrètement. J'ai senti mes joues des sangs pourprés, mais j'ai gardé la tête haute, me concentrant sur mon assiette. Après le dessert, un chef-d'œuvre de chocolat et de fruits rouges, Antoine s'est levé pour un toast. Il a remercié tout le monde d'être venu, a évoqué sa joie de s'unir à Camille, puis, à ma surprise, s'est tourné vers moi. Je veux aussi remercier ma mère, Corinne, qui m'a élevée seule après le décès de mon père. Tout ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à toi, maman. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Ce moment de reconnaissance publique valait toutes les humiliations subies. J'ai levé mon verre dans sa direction, incapable de parler tant l'émotion me serrait la gorge. La soirée s'est terminée tard et je suis retournée à mon hôtel, épuisée mais un peu rassérénée. Peut-être que tout se passerait bien demain, après tout. La matinée du mariage a débuté par un ciel d'un bleu limpide, promesse d'une journée radieuse. J'ai pris mon temps pour me préparer, appliquant soigneusement mon maquillage, coiffant mes cheveux gris en un chignon élégant, enfilant enfin ma robe bleu marine qui tombait parfaitement grâce aux retouches expertes de Sylvie. Le collier de perles de Marcel a complété ma tenue, ces perles qu'il avait économisées pendant des mois pour m'offrir, sacrifiant son rêve d'une nouvelle batterie de cuisine professionnelle. Je les ai touchées avec révérence, comme si elles pouvaient me transmettre un peu de sa force, de sa présence. « Sois avec moi aujourd'hui », ai-je murmuré à son souvenir. La cérémonie était prévue pour 15 heures dans les jardins du château. Je suis arrivée 1 heure avant, souhaitant avoir un moment avec Antoine avant qu'il ne devienne officiellement un homme marié. J'ai été conduite dans une petite salle où il se préparait, ajustant nerveusement son nœud papillon devant un miroir en pied. « Antoine », ai-je dit doucement. Il s'est retourné et son visage s'est éclairé. « Maman, tu es superbe !»« Et toi, tu es l'image même de ton père le jour de notre mariage », ai-je répondu, la voix tremblante d'émotion. Il m'a prise dans ses bras et nous sommes restés ainsi un long moment en silence. Puis j'ai sorti de mon sac un petit écrin. C'étaient les boutons de manchette de ton père. Il les portait le jour de notre mariage. J'aimerais que tu les portes aujourd'hui. Antoine a ouvert l'écrin, révélant les boutons en argent gravés des initiales de Marcel. Ses yeux se sont embués. Merci, maman. Ça signifie beaucoup pour moi. Alors qu'il les fixait à ses poignets, la porte s'est ouverte brusquement. Camille est apparue, éblouissante dans sa robe de mariée, une création haute couture qui avait probablement coûté plus que ma maison entière. « Antoine, tu ne devrais pas voir la mariée avant la cérémonie. » Elle s'est interrompue en m'apercevant. « Oh, c'est vous, Madame Beaumont !» Son ton s'était refroidi instantanément. « Je venais juste offrir un petit cadeau à Antoine, » ai-je expliqué, me sentant soudain de trop. « Comme c'est touchant !» a-t-elle répondu avec une indifférence manifeste. « Antoine, ta mère ne devrait-elle pas déjà être installée avec les autres invités ?» J'ai compris le message. J'ai embrassé mon fils sur la joue et me suis discrètement éclipsée, le cœur lourd mais déterminé à ne pas gâcher ce jour important. Les jardins étaient transformés en un décor de rêve. Des rangées de chaises blanches étaient disposées de part et d'autre d'une allée centrale, bordée de colonnes fleuries. Une arche imposante, couverte de roses blanches et de gypsophiles, marquait l'endroit où les mariés échangeraient leurs vœux. En arrière-plan, la grande fontaine du château projetait ses jets d'eau dans le ciel bleu, créant un rideau scintillant. J'ai pris place au premier rang, côté marié, comme le voulait la tradition. Les levasseurs occupèrent déjà le premier rang côté marié, Florence resplendissante dans une tenue couleur pêche qui jurait terriblement avec les teintes pastel du décor. Un choix délibéré, ai-je pensé avec une pointe de satisfaction mesquine. La cérémonie a commencé avec l'arrivée d'Antoine, accompagné de son témoin, un ami d'université que j'avais rencontré quelques fois. Puis les demoiselles d'honneur ont fait leur entrée, toutes vêtues de robes champagne assorties, portant des bouquets de pivoine blanche. Enfin, la marche nuptiale a retenti et tous les invités se sont levés. Camille est apparue au bras de son père, avançant avec grâce le long de l'allée fleurie. J'ai dû reconnaître qu'elle était d'une beauté à couper le souffle. Et l'expression d'Antoine quand il l'a vue m'a rappelé celle de Marcel lors de notre propre mariage. Un mélange de stupéfaction, d'amour et d'incrédulité face à sa chance. La cérémonie a été brève mais émouvante.
J'ai versé quelques larmes discrètes en entendant les vœux d'Antoine, si sincères, si pleins d'espoir pour l'avenir. J'ai prié silencieusement pour que Camille soit à la hauteur de cet amour, qu'elle le rende heureux malgré son attitude envers moi. Après l'échange des alliances et le baiser qui a scellé leur union, les nouveaux mariés ont remonté l'allée sous les applaudissements et une pluie de pétales de roses. Les invités se sont ensuite dirigés vers l'espace cocktail aménagé sur la terrasse du château, pendant que les mariés partaient pour une courte séance photo dans les jardins. J'ai accepté une coupe de champagne d'un serveur passant et me suis installée à l'écart, observant la foule élégante qui bavardait joyeusement. Lucien m'a rejointe, élégant dans son costume gris anthracite. « Alors, comment te sens-tu, mère du marié ?» a-t-il demandé en trinquant avec moi. Émue, heureuse pour Antoine, un peu mélancolique aussi, ai-je admis. J'aurais aimé que Marcel soit là pour voir son fils se marier. Il est là, d'une certaine façon, a répondu Lucien, en désignant discrètement mon collier de perles. Et dans le cœur d'Antoine. Notre conversation a été interrompue par l'annonce que les photos de famille allaient commencer près de la fontaine. Je me suis dirigée vers l'endroit indiqué, où un photographe professionnel organisait déjà les groupes. D'abord la famille de la mariée, a-t-il annoncé, puis la famille du marié, et ensuite les deux familles ensemble. J'ai attendu patiemment pendant que les levasseurs prenaient en la pose. Parents, grands-parents, oncles, tantes, cousins. Leur clan était impressionnant, occupant presque tout l'espace devant la fontaine. Puis ce fut mon tour. Je me suis avancée, seule représentante de la famille d'Antoine. Je me suis sentie soudain vulnérable, exposée dans ma solitude face à cette grande famille unie. Et maintenant, la mère du marié avec les jeunes mariés, a demandé le photographe. C'est à ce moment précis que tout a basculé. Alors que je m'approchais d'Antoine et Camille, cette dernière a fait un pas en arrière, comme si je représentais une menace. Son visage s'est déformé en une grimace de dégoût à peine dissimulée. « Qu'est-ce que cette vieille garce fait ici ?» a-t-elle lancé, suffisamment fort pour que tous les invités proches l'entendent. Un silence de plomb est tombé sur l'assistance. J'ai senti le sang quitter mon visage, puis y revenir en une vague brûlante. Antoine a pâli, visiblement choqué par les paroles de sa nouvelle épouse. « Camille !» a-t-il protesté, horrifié. « C'est ma mère !» Mais le mal était fait. Autour de nous, j'ai vu des expressions choquées, des regards gênés, quelques sourires mal dissimulés. Les parents de Camille semblaient plus embarrassés par le manque de tact de leur fille que par ses propos eux-mêmes. Je suis restée figée, incapable de parler, incapable de bouger. La honte me submergeait, une honte si intense qu'elle en était physiquement douloureuse. J'ai croisé le regard de Lucien dans la foule. Il semblait prêt à intervenir, à me défendre, mais je l'ai dissuadé d'un imperceptible mouvement de tête. Non, cette humiliation, je devais l'affronter seule et y répondre à ma manière. J'ai pris une grande inspiration, sentant le poids familier de mon sac à main contre ma hanche, sachant que mes petites fioles attendaient patiemment leur heure. Une étrange clarté s'est faite dans mon esprit, dissipant la brume de la honte et de l'humiliation. En cet instant précis, j'ai su exactement ce que j'allais faire. Les secondes qui ont suivi l'insulte de Camille m'ont paru durer une éternité. Dans ce silence assourdissant, j'ai eu l'impression que chaque regard était posé sur moi, me disséquant, m'évaluant, me jugeant. Ma respiration s'est faite laborieuse, comme si l'air était soudain devenu trop épais pour mes poumons. J'ai senti une goutte de sueur froide descendre le long de ma colonne vertébrale, contrastant avec la chaleur qui embrasait mon visage. Florence Levasseur a été la première à réagir, s'avançant vers sa fille avec un sourire crispé. « Camille, ma chérie, tu es stressée par cette journée importante », a-t-elle dit d'une voix mielleuse qui ne trompait personne. « Viens, arrangeons ton voile pour les photos. » Ce n'étaient pas des excuses, simplement une tentative maladroite de détourner l'attention. Jean-Pierre Levasseur s'est contenté de regarder ailleurs, soudain fasciné par l'architecture du château, comme si l'incident ne méritait même pas son attention. Antoine, lui, semblait pétrifié, déchiré entre son devoir envers sa nouvelle épouse et la loyauté envers sa mère. Je l'ai vu ouvrir la bouche, la refermer, puis l'ouvrir à nouveau, mais aucun son n'en est sorti. Ce silence m'a blessé plus profondément que les mots cruels de Camille. Mon fils,
mon enfant, celui pour qui j'avais sacrifié tant de choses, ne trouvait pas la force de me défendre. Le photographe, visiblement mal à l'aise, a tenté de reprendre le contrôle de la situation. Peut-être pourrions-nous continuer avec les photos des mariés seuls devant la fontaine, a-t-il suggéré, me jetant un regard d'excuse. J'ai hoché la tête mécaniquement et fait un pas en arrière, quittant le cadre, redevenant invisible. C'était exactement ce que Camille voulait, m'effacer de ce moment, de cette journée, de la vie d'Antoine. Lucien s'est approché de moi, plaçant une main protectrice sur mon épaule. « Viens, Corinne », a-t-il murmuré. « Allons prendre l'air. » Mais je me suis dégagée doucement. « Non », ai-je répondu, la voix à peine audible. Je reste, et je suis restée, immobile, le dos droit, observant le reste de la séance photo comme si rien ne s'était passé. Chaque clic de l'appareil résonnait dans ma tête comme un coup de marteau, enfonçant plus profondément le clou de l'humiliation. Camille rayonnait maintenant, triomphante, susurrant à l'oreille d'Antoine qui souriait faiblement, encore secoué par l'incident. Quand les photos ont enfin pris fin, les invités ont été dirigés vers la grande salle de réception, où le dîner serait servi. J'ai suivi le mouvement tel un automate, incapable de penser clairement, submergé par un tourbillon d'émotions contradictoires, honte, colère, tristesse et quelque chose de plus sombre, de plus primitif, qui grandissait en moi. La salle était magnifique, décorée avec un goût exquis dans les tons ivoire et or. Des lustres en cristal projetaient une lumière douce sur les tables rondes drapées de lin blanc, ornées de centres de table somptueux, des arrangements floraux complexes où dominaient les roses blanches et le gypsophile. L'orchestre jouait doucement dans un coin, des mélodies classiques qui semblaient venir d'un autre monde, un monde où je n'avais pas été publiquement humiliée devant 200 personnes. J'ai consulté le plan de table à l'entrée et découvert que j'étais placée à l'une des tables les plus éloignées de celle des mariés, entre un cousin éloigné de Camille et une vieille tante malentendante. Le message était clair, j'étais une invitée de seconde zone, à peine tolérée. En me dirigeant vers ma table, j'ai surpris des regards furtifs, des chuchotements derrière les mains, des expressions de pitié mal dissimulées. Une femme élégante d'une 50aine d'années, que je ne connaissais pas, m'a discrètement serré le bras au passage. « Ne vous en faites pas, ma chère », a-t-elle murmuré. « Les jeunes mariées sont souvent nerveuses. » Elle ne pensait pas ce qu'elle disait. J'ai acquiescé poliment, tout en sachant parfaitement que Camille avait exactement pensé chaque mot. Cette femme tentait simplement d'apaiser le malaise général que l'incident avait créé. À ma table, mes voisins ont fait semblant de ne pas savoir qui j'étais, me traitant comme une simple invitée parmi d'autres. C'était presque un soulagement de ne pas avoir à parler de ce qui venait de se passer, de pouvoir prétendre pendant quelques minutes que j'étais juste une femme ordinaire assistant à un mariage ordinaire. Les serveurs ont commencé à circuler avec les entrées, un élégant millefeuille de homard et d'avocat que j'ai à peine touché, l'estomac noué par l'émotion. J'ai vidé mon verre de vin blanc un peu trop rapidement, cherchant dans l'alcool un refuge temporaire contre la tempête qui faisait rage en moi. C'est alors que j'ai aperçu Pascal Moreau, qui supervisait le service depuis l'entrée de la cuisine. Nos regards se sont croisés et j'ai vu dans ses yeux une reconnaissance immédiate, suivie d'un froncement de sourcils inquiets. Il avait été l'apprenti de Marcel pendant 5 ans, partageant notre table presque tous les dimanches. Il connaissait mon histoire, notre histoire, et il avait manifestement assisté à l'incident près de la fontaine. Sans réfléchir, je me suis levée et me suis dirigée vers lui, ignorant les regards curieux qui me suivaient. Pascal a fait un pas en avant, m'accueillant avec une chaleur qui contrastait douloureusement avec la froideur que j'avais endurée toute la journée. « Madame Beaumont » a-t-il dit en prenant mes mains dans les siennes. « Quelle joie de vous revoir, malgré les circonstances. »« Pascal » ai-je répondu, ma voix se brisant légèrement. « Tu as tellement grandi depuis la dernière fois. » Il a souri, ce même sourire espiègle qui avait illuminé ma cuisine pendant tant d'années. Mais j'utilise toujours les techniques que M. Marcel m'a enseignées, chaque jour dans ma cuisine. Cette simple phrase a fait remonter une vague de souvenirs. Marcel en tablier, expliquant patiemment à un jeune Pascal comment préparer un fond de veau parfait
les dimanches après-midi passés à expérimenter de nouvelles recettes, les éclats de rire quand une sauce tournait ou qu'un soufflé s'effondrait. Il serait si fier de toi, ai-je murmuré, les larmes aux yeux. 3 étoiles Michelin. C'était son rêve. C'était un grand homme, a répondu Pascal, son regard s'assombrissant. Il ne méritait pas de partir si tôt. Et vous? Il s'est interrompu, cherchant ses mots. Vous ne méritez pas d'être traité ainsi. Alors j'ai compris qu'il avait tout vu, tout entendu. Et contrairement à tant d'autres, il avait le courage de le reconnaître ouvertement. La vie est rarement juste, Pascal, ai-je dit avec un faible sourire. Marcel me l'a appris il y a longtemps. Il a jeté un regard vers la table d'honneur, où Camille riait aux éclats, entourée de ses demoiselles d'honneur, indifférentes au mal qu'elle avait causé. Certaines personnes confondent richesse et classe, a-t-il commenté sobrement. Elles ne comprennent pas que l'élégance véritable vient du cœur. Ces paroles ont touché quelque chose en moi, réveillant cette force intérieure que je croyais avoir perdue dans l'humiliation. Marcel disait souvent la même chose, que la vraie noblesse ne s'achetait pas, qu'elle se manifestait dans la façon dont on traitait les autres, surtout ceux qui ne pouvaient rien nous apporter. « Tu as accès à la cuisine ?» ai-je demandé soudainement, une idée germant dans mon esprit. Pascal a haussé un sourcil surpris. « Bien sûr, c'est mon domaine. Pourquoi ?» J'ai hésité un instant, puis j'ai pris ma décision. « J'aimerais te parler en privé. » Il a acquiescé, sans poser de questions, et m'a guidé vers les cuisines, loin des regards indiscrets. L'espace était immense, moderne, immaculé. Une armée de cuisiniers s'affairait autour des fourneaux, préparant le plat principal. Pascal m'a conduite dans un petit bureau adjacent, fermant la porte derrière nous. « Que puis-je faire pour vous, Madame Beaumont ?» J'ai sorti de mon sac l'une de mes petites fioles en verre. Le liquide ambré à l'intérieur captait la lumière, presque hypnotique. « Te souviens-tu des leçons de Marcel sur les propriétés des herbes ?» ai-je demandé doucement. Les yeux de Pascal se sont agrandis de compréhension. Les cours du dimanche après-midi, quand il nous parlait des plantes médicinales, des effets secondaires de certaines combinaisons. J'ai hoché la tête. Cette préparation particulière est inoffensive, je te l'assure. Elle provoque simplement une réaction cutanée temporaire, des plaques rouges, non douloureuses, qui disparaissent après quelques heures. Pascal a fixé la fiole, puis mon visage, l'air partagé entre l'incrédulité et une certaine admiration. « Vous voulez que je... » « Seulement pour Camille, ai-je précisé. Pas dans la nourriture commune, juste dans son assiette à elle. » Un long silence s'est installé. J'entendais le battement frénétique de mon propre cœur, la respiration mesurée de Pascal, et au loin, le brouhaha étouffé de la salle de réception. J'étais consciente de la ligne que je lui demandais de franchir, de l'éthique professionnelle que je lui suggérais de compromettre. « Elle vous a traité de vieille garce devant tout le monde », a-t-il finalement dit, sa voix teintée d'une colère contenue. « Devant votre propre fils. » Ce n'était pas une question, mais une affirmation, comme s'il cherchait à justifier à lui-même ce qu'il s'apprêtait à faire. « Marcel m'a toujours dit que tu étais son élève le plus doué, ai-je murmuré. Pas seulement pour la cuisine, mais pour comprendre ce qui est vraiment important dans la vie. » Pascal a pris la fiole de mes mains, l'a examinée à la lumière, puis l'a glissée dans la poche de sa veste de chef. « Le filet de bœuf Wellington est le plat principal, » a-t-il dit d'un ton professionnel. Mademoiselle Levasseur, pardon, Madame Beaumont maintenant, a spécifiquement demandé une sauce aux truffes pour accompagner le sien. Nos regards se sont croisés et un accord tacite s'est formé entre nous. Aucun mot supplémentaire n'était nécessaire. Je lui ai serré la main, y mettant toute ma gratitude. « Merci Pascal. » Marcel serait fier. En retournant dans la salle de réception, j'ai senti un étrange calme m'envahir. La honte et l'humiliation étaient toujours là, mais elles étaient maintenant accompagnées d'un sentiment nouveau, l'anticipation. Je me suis rassise à ma table, où l'entrée avait été débarrassée et le plat principal pas encore servi. Mes voisins de table, absorbés par leur propre conversation, ne remarquèrent même pas mon absence. J'ai observé la table d'honneur, où Antoine semblait engagé dans une discussion animée avec son beau-père, tandis que Camille papillonnait d'un invité à l'autre, recevant compliments et félicitations comme son dû. Les minutes passaient avec une lenteur exaspérante. J'ai senti le poids de mon acte peser sur ma conscience.
Était-ce vraiment moi, Corinne Beaumont, professeure de piano respectée, veuve digne et mère dévouée, qui venait de mettre en place une vengeance digne d'un roman? Oui, c'était moi. Une femme qui avait été poussée au-delà de ses limites, qui refusait d'être effacée, diminuée, insultée sans conséquence. Lucien a trouvé le moyen de venir s'asseoir à côté de moi, prenant la place de la vieille tante qui s'était absentée pour poudrer son nez. « Tu sembles étrangement sereine pour quelqu'un qui vient de subir ce que tu as subi », a-t-il observé, me scrutant avec une perspicacité qui m'a fait légèrement rougir. Disons que j'ai trouvé une façon de restaurer l'équilibre, ai-je répondu énigmatiquement. Ses yeux se sont plissés avec suspicion, puis se sont éclairés de compréhension. « Corinne Beaumont, qu'as-tu fait? Rien qui puisse être prouvé, » ai-je murmuré avec un petit sourire. Lucien a secoué la tête, à la fois désapprobateur et impressionné. « Tu as toujours été pleine de surprises. C'est ce que Marcel adorait chez toi. » Les serveurs ont commencé à apporter le plat principal, une procession élégante et synchronisée. Pascal supervisait personnellement le service de la table d'honneur, veillant à ce que chaque assiette soit parfaitement présentée. J'ai observé avec une attention particulière le moment où il a placé l'assiette devant Camille. Un filet de bœuf Wellington parfaitement rosé, accompagné d'une sauce aux truffes onctueuses qui luisait sous les lumières du lustre. Camille l'a remercié distraitement, trop occupée à raconter une anecdote à ses demoiselles d'honneur. Elle a ensuite coupé un morceau de viande, l'a trempé généreusement dans la sauce et l'a porté à ses lèvres, tout en continuant sa conversation. J'ai mangé lentement mon propre plat, savourant chaque bouchée comme si c'était la meilleure chose que j'avais jamais goûtée. Et peut-être l'était-ce, le goût subtil de la justice à venir. Environ 20 minutes plus tard, alors que la plupart des invités terminaient leur plat principal, j'ai remarqué que Camille se grattait discrètement le cou. D'abord un simple effleurement, puis des gestes plus insistants. Son front s'est plissé d'inconfort et elle a murmuré quelque chose à Florence, qui s'est penchée vers elle avec inquiétude. Les premiers signes apparaissaient, de petites taches rouges sur son cou délicat, s'étendant progressivement vers son visage. Rien de douloureux, rien de dangereux, juste disgracieux. Antoine a remarqué le trouble de sa femme et s'est penché vers elle avec sollicitude. J'ai vu la panique commencer à s'installer dans les yeux de Camille alors qu'elle touchait son visage, sentant sans doute la texture anormale de sa peau sous ses doigts. Florence a sorti un petit miroir de son sac et l'a tendu discrètement à sa fille. Le visage de Camille, en se voyant, s'est décomposé d'horreur. Un sentiment complexe m'a envahi. Ni joie, ni satisfaction pure, mais quelque chose de plus nuancé, comme si un certain équilibre cosmique venait d'être rétabli. Je n'étais pas fière de ce que j'avais fait, mais je ne le regrettais pas non plus. Les photos officielles du repas de mariage allaient recommencer dans quelques minutes, ces photos qui resteraient pour toujours dans l'album de mariage, ces images que Camille montrerait fièrement à ses amis, à sa famille, peut-être un jour à ses enfants. Mais maintenant, ces photos immortaliseraient son visage couvert de plaques rouges, son moment de perfection ruiné. Je l'ai observé se lever précipitamment, murmurant des excuses à ses invités, se dirigeant vers les toilettes, suivi par sa mère et 2 demoiselles d'honneur. Antoine est resté à table, l'air confus et inquiet. Je me suis levée à mon tour, prétextant auprès de Lucien le besoin de prendre l'air. Mais au lieu de sortir, j'ai suivi discrètement le chemin qu'avait pris Camille, m'arrêtant près des toilettes des dames, suffisamment proche pour entendre les voix paniquées qui en émanaient. « Que m'arrive-t-il » La voix aiguë de Camille, teintée d'hystérie. « C'est le jour de mon mariage. Les photos officielles vont commencer. »« Calme-toi, ma chérie. » La voix apaisante de Florence. « Ça doit être une réaction allergique. As-tu mangé quelque chose de nouveau ?»« Je ne suis allergique à rien. Rien du tout. C'est impossible. » J'ai attendu, adossé au mur adjacent, invisible aux occupantes des toilettes, mais parfaitement capable de les entendre. « Les antihistaminiques ne font rien, » a gémi Camille, et le maquillage ne couvre pas ces horribles taches. J'ai souri dans l'ombre, savourant ce moment, puis je me suis avancée, ouvrant doucement la porte des toilettes. 4 paires d'yeux se sont tournés vers moi, Camille, Florence
et les deux demoiselles d'honneur qui s'affairaient autour de la mariée avec des poudres et des crèmes, tentant désespérément de masquer les plaques rouges qui couvraient maintenant son visage et son cou. « Pardonnez mon intrusion », ai-je dit d'une voix douce. « J'ai entendu qu'il y avait un problème. Puis-je aider ?» Camille m'a fusillé du regard, ses yeux lançant des éclairs de haine. « Vous ? Que pourriez-vous faire ?» Je me suis approchée lentement, avec toute la dignité que je pouvais rassembler. Une femme de mon âge a beaucoup appris sur les conséquences de la méchanceté, ai-je murmuré, juste assez fort pour que Camille seule entende. Ses yeux se sont écarquillés de compréhension, puis de rage impuissante. Elle savait que d'une manière ou d'une autre, j'étais responsable de son état, mais elle ne pouvait rien prouver, rien dire, sans paraître paranoïaque ou folle. « Sortez d'ici !» a-t-elle sifflé. J'ai incliné légèrement la tête, un sourire énigmatique aux lèvres. « Comme vous voudrez, profitez des photos, ma chère belle-fille. » Et je suis sortie, la tête haute, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis le début de cette journée. Dans le couloir, j'ai croisé Antoine qui se dirigeait vers les toilettes, l'inquiétude creusant son front. « Maman, tout va bien ? » « Tout va parfaitement bien, mon chéri, » ai-je répondu avec une sérénité nouvelle. « Ta femme a juste un petit problème de peau. Rien de grave, je t'assure. Ça passera. » Il m'a regardé avec une expression étrange, comme s'il me voyait vraiment pour la première fois depuis longtemps. Non pas comme sa mère, cette figure familière et prévisible, mais comme une femme complexe, capable de force et de faiblesses insoupçonnées. « Je suis désolé pour ce qu'elle a dit, » a-t-il murmuré. « C'était impardonnable. » « La vie est trop courte pour les rancunes, Antoine, » ai-je répondu en touchant doucement sa joue. « Mais elle n'est pas trop courte pour les leçons. » Et sur ces mots énigmatiques, je l'ai laissé rejoindre sa nouvelle épouse, retournant dans la salle de réception où la fête continuait, imperturbable, ignorante du petit drame qui se jouait en coulisses. Je savais que ce que j'avais fait n'était pas noble, pas digne de la femme que Marcel avait aimée. Mais parfois, même les personnes les plus dignes ont besoin de rappeler au monde qu'elles ne sont pas des paillassons sur lesquels on peut impunément essuyer ses pieds. Les festivités du mariage avaient repris leur cours dans la grande salle de réception. L'orchestre jouait un air jazzy, tandis que les serveurs débarrassaient les assiettes du plat principal, se préparant pour le dessert. Je me suis glissée discrètement à ma table où Lucien m'attendait, un sourcil levé en signe d'interrogation muette. « Tu sembles différente », a-t-il commenté à voix basse, presque rayonnante. J'ai haussé légèrement les épaules, feignant l'innocence. L'air frais m'a fait du bien. « Et notre charmante mariée, comment va-t-elle ? » « Elle traverse une période difficile, » ai-je répondu, ne parvenant pas à réprimer totalement un sourire, un problème dermatologique soudain. Lucien m'a observé intensément, puis a secoué la tête avec un mélange d'amusement et d'incrédulité. « Corinne Beaumont, qui aurait cru que tu cachais une telle créativité ? Certainement pas Camille, » ai-je murmuré en sirotant mon vin. Un brouhaha s'est élevé à l'entrée de la salle. Camille venait de réapparaître, le visage couvert d'une épaisse couche de maquillage qui ne parvenait pas entièrement à dissimuler les plaques rouges. Elle avançait tête haute, Florence à ses côtés, toutes deux arborant des sourires crispés. Antoine suivait, l'air préoccupé, mais résolu à faire bonne figure. Le photographe officiel s'est approché du couple, appareil en main, prêt pour les photos du gâteau. J'ai vu Camille tressaillir légèrement, consciente que son moment de gloire était compromis, que les images de ce jour si spécial seraient à jamais marquées par son visage défiguré. Une émotion complexe m'a traversée, pas de la joie pure, plutôt une satisfaction mêlée de mélancolie. Je ne tirais aucun plaisir de sa souffrance en tant que telle, mais il y avait une justice poétique dans cette situation. La femme qui m'avait humiliée publiquement, qui avait voulu me réduire à une vieille garce insignifiante, se trouvait maintenant dans une position de vulnérabilité inattendue. Le maître de cérémonie a annoncé l'arrivée du gâteau. Une pièce montée majestueuse a été roulée au centre de la piste de danse. 5 étages de génoise délicate, couverts de glaçage ivoire et ornés de roses en sucre, une œuvre d'art éphémère qui avait dû coûter une fortune. Et maintenant, mesdames et messieurs, les mariés vont couper le gâteau. Tous les invités se sont levés, formant un cercle autour de Camille et Antoine. Les flashs crépitaient, immortalisant chaque moment. Camille s'efforçait de sourire, mais je pouvais voir sa crispation,
sa conscience aiguë des objectifs braqués sur son visage imparfait. Antoine a pris le couteau d'argent et l'a tendu à Camille. Ensemble, ils ont coupé la première part, sous les applaudissements des invités. Puis, suivant la tradition, ils se sont mutuellement nourris d'un morceau de gâteau, un geste censé être tendre, symbolique. Mais même à distance, je pouvais voir la tension dans les épaules de Camille, son sourire figé. « Discours! Discours !» a lancé quelqu'un dans la foule. Jean-Pierre Levasseur s'est avancé le premier, verre de champagne à la main. Son discours était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. Des platitudes sur le bonheur conjugal, des plaisanteries convenues sur les gendres, quelques allusions aux avantages professionnels qu'Antoine tirerait de cette union avec la famille Levasseur. Pas une seule mention de moi, comme si Antoine était apparu dans ce monde sans mère. Puis ce fut au tour du témoin d'Antoine, qui évoqua leurs années d'université, les qualités de mon fils, son bonheur de le voir trouver la femme parfaite. À nouveau, mon existence fut soigneusement ignorée. Et soudain, contre toute attente, le maître de cérémonie a annoncé « Et maintenant, Madame Corinne Beaumont, la mère du marié, souhaite dire quelques mots. » Un silence stupéfait s'est abattu sur l'assemblée. Je n'avais rien préparé, n'ayant jamais imaginé qu'on me donnerait la parole. En réalité, je soupçonnais que c'était Pascal qui avait glissé mon nom au maître de cérémonie, peut-être par solidarité ou peut-être pour ajouter une touche finale à notre petite vengeance. Tous les regards se sont tournés vers moi, curieux, gênés, expectatifs. J'ai croisé le regard de Camille, un mélange de panique et de fureur dans ses yeux, ses doigts crispés sur la manche d'Antoine comme pour le retenir. Je me suis levé lentement, lissant ma robe bleue d'un geste machinal. Lucien m'a serré brièvement la main en signe d'encouragement. J'ai pris une coupe de champagne sur un plateau qui passait et me suis avancé vers le centre de la piste. Le silence s'est épaissi, presque palpable. Chaque invité, qu'il ait été témoin ou non de mon humiliation plus tôt, semblait retenir son souffle, anticipant peut-être un éclat, un règlement de compte public, mais ce n'était pas mon style. Marcel m'avait toujours dit que la véritable élégance se manifestait dans les moments les plus difficiles. « Mesdames et messieurs, ai-je commencé, ma voix étonnamment ferme, je vous remercie de m'accorder quelques instants. » J'ai marqué une pause, balayant la salle du regard, m'arrêtant brièvement sur les visages tendus de Camille et ses parents. Quand mon fils Antoine est né, il y a 35 ans, mon mari Marcel et moi avons fait un vœu. Nous avons promis de l'élever pour qu'il devienne un homme bon, intègre, capable d'aimer profondément et de construire une vie qui ait du sens. Ma voix s'est légèrement brisée à l'évocation de Marcel, mais j'ai poursuivi. Marcel nous a quittés trop tôt, mais il serait immensément fier de l'homme qu'Antoine est devenu. Un homme qui a poursuivi ses rêves avec détermination, qui a bâti une carrière brillante et qui aujourd'hui, j'ai regardé directement Camille, a choisi une femme qui, je n'en doute pas, saura apprécier sa valeur. Les joues de Camille, déjà rouges sous les plaques de l'éruption, se sont empourprées davantage. Elle savait que mes paroles contenaient un avertissement voilé. Le mariage n'est pas un long fleuve tranquille, ai-je continué. Il y aura des hauts et des bas, des moments de doute, peut-être même des instants où vous vous demanderez si vous avez fait le bon choix. C'est normal, c'est humain. J'ai fait une nouvelle pause, laissant mes paroles s'imprégner. Marcel me disait souvent que le secret d'un mariage réussi tient en 3 mots. Respect, patience et pardon. Le respect de l'autre, dans sa différence, dans son histoire, dans sa famille. J'ai appuyé légèrement sur ce dernier mot. La patience face aux difficultés, aux incompréhensions et le pardon. Car nous sommes tous faillibles, tous capables de blesser ceux que nous aimons. J'ai levé mon verre. Alors je porte un toast à Antoine et Camille, que votre union soit fondée sur le respect mutuel, que vous cultiviez la patience nécessaire pour traverser les épreuves ensemble, et que vous trouviez en vous la capacité de pardonner encore et encore, sachant que certaines actions ont des conséquences que même le pardon ne peut effacer. Sur ces derniers mots, j'ai fixé Camille droit dans les yeux. Un frisson imperceptible l'a parcouru. Elle avait compris le message. À Antoine et Camille, ai-je conclu, levant mon verre plus haut. À Antoine et Camille, a répété l'assemblée en chœur. J'ai bu une gorgée de champagne et suis retourné à ma place sous les applaudissements polis des invités. Beaucoup semblaient soulagés que mon discours n'ait pas viré au scandale.
tout en percevant peut-être les sous-entendus qui le parcouraient. Lucien m'a accueilli avec un sourire admiratif. « Magistral », a-t-il murmuré. « Tu viens de lui donner une leçon qu'elle n'oubliera jamais, sans jamais descendre à son niveau. » J'ai simplement hoché la tête, étrangement apaisée. Ma vengeance était complète, non pas seulement par les plaques rouges qui déformèrent le visage parfait de Camille, mais par ce moment où j'avais repris le contrôle, où j'avais parlé avec dignité et force devant ceux qui avaient été témoins de mon humiliation. Le DJ a pris le relais de l'orchestre, annonçant la première danse des mariés. Antoine a conduit Camille au centre de la piste, la prenant dans ses bras avec tendresse. Malgré tout, malgré son comportement odieux, il l'aimait. Cette réalité me fendait le cœur, mais je devais l'accepter. Je ne pouvais qu'espérer qu'elle apprendrait à être digne de cet amour. Ils ont commencé à tournoyer au son d'une ballade romantique. Camille s'efforçait de paraître rayonnante, mais je pouvais voir son inconfort, sa conscience aiguë des appareils photos qui capturaient chaque moment, immortalisant son visage marqué pour la postérité. Après la danse des mariés, Jean-Pierre a invité sa fille pour la danse père-fille traditionnelle. Puis le maître de cérémonie a annoncé la danse mère-fils. Antoine s'est dirigé vers moi, me tendant la main avec un sourire chaleureux. « M'accorderiez-vous cette danse, Madame Beaumont ?» a-t-il demandé avec une formalité enjouée. « Avec plaisir, Monsieur Beaumont », ai-je répondu prenant sa main. Il m'a conduite au centre de la piste, posant une main respectueuse sur ma taille, tandis que nous commencions à danser sur les notes douces d'une chanson que Marcel aimait particulièrement. Mon fils, mon enfant devenu homme, me guidait avec une assurance tranquille, héritage des leçons de danse que nous avions prises ensemble avant son bal de fin d'études. « Tu étais magnifique, maman », a-t-il murmuré. « Ton discours, c'était parfait. Merci, mon chéri. Je suis désolée pour, tu sais, ce que Camille a dit. Elle ne le pensait pas, elle était stressée et j'ai posé un doigt sur ses lèvres. Ne t'inquiète pas pour ça. Ce qui compte, c'est ton bonheur. Mais ton bonheur compte aussi, a-t-il insisté. Et je n'ai pas su te défendre. J'aurais dû dire quelque chose, faire quelque chose. Tu as toute une vie pour apprendre à établir des limites, Antoine, même avec ceux qu'on aime, surtout avec ceux qu'on aime. » Il m'a regardé avec une expression étrange, mélange de respect et de curiosité nouvelle. « Tu as changé, maman. Il y a quelque chose de différent en toi ce soir. » J'ai souri mystérieusement. Disons que j'ai retrouvé une partie de moi-même que j'avais oubliée, la partie qui n'a pas peur de se tenir debout, même quand le monde entier semble vouloir me faire taire. La musique s'est achevée et Antoine m'a raccompagné à ma table, déposant un baiser sur ma joue avant de rejoindre sa nouvelle épouse. J'ai observé Camille, qui tentait désespérément de camoufler son visage avec un éventail délicat lorsque les photographes s'approchaient. Ses efforts étaient vains. Les plaques rouges s'étendaient maintenant jusqu'à son décolleté, impossible à dissimuler complètement. La soirée s'est poursuivie, les invités dansaient, buvaient, fêtaient l'union d'Antoine et Camille comme si rien d'inhabituel ne s'était produit. Mais sous cette normalité apparente, je sentais des regards curieux se poser régulièrement sur moi, puis sur Camille, comme si certains invités plus perspicaces soupçonnaient un lien entre mon humiliation publique et la mystérieuse éruption cutanée de la mariée. Vers minuit, alors que la fête battait encore son plein, j'ai décidé qu'il était temps pour moi de partir. J'avais accompli ce que je voulais accomplir. J'avais retrouvé ma dignité et d'une certaine manière, j'avais rendu à Camille la monnaie de sa pièce. J'ai cherché Antoine dans la foule pour lui dire au revoir. Je l'ai trouvé près du bar, en grande conversation avec Pascal. Ils se sont tus à mon approche, échangeant un regard que je n'ai pas su déchiffrer. « Maman », a dit Antoine en m'embrassant. « Tu pars déjà ?»« Oui, mon chéri. Je suis fatigué, et puis c'est votre soirée à Camille et toi. Profitez-en. » Pascal m'a salué avec une déférence nouvelle. « Madame Beaumont, ce fut un honneur de vous revoir. Marcel serait si fier de vous ce soir. » Ces mots m'ont touché plus profondément qu'il ne pouvait l'imaginer. Oui, Marcel aurait compris. Il aurait peut-être même applaudi ma petite vengeance culinaire. Après tout, n'était-ce pas lui qui m'avait enseigné les propriétés spéciales de ces herbes? Merci, Pascal. Ton talent fait honneur à son enseignement. J'ai ensuite aperçu Camille, assise à l'écart, examinant son reflet dans un petit miroir avec une expression désespérée. Une impulsion soudaine m'a poussé vers elle. Je me suis approché doucement, ne voulant pas l'effrayer.
Je vais prendre congé, ai-je annoncé calmement. Elle a levé vers moi un regard où se mêlaient et la colère et une certaine forme de respect réticent. « Vous » a-t-elle commencé, puis s'est interrompue, ne sachant visiblement pas comment formuler son accusation. « Votre problème de peau devrait se résorber d'ici demain matin, ai-je dit doucement. Aucune trace ne persistera, aucune, sauf dans votre mémoire, et dans les photos, bien sûr. » Ses yeux se sont écarquillés. « C'était vous, je le savais. Une femme de mon âge a beaucoup appris sur les conséquences de la méchanceté, ai-je répété, me penchant légèrement vers elle. Souvenez-vous-en la prochaine fois que vous serez tenté de traiter quelqu'un de « vieille garce » en public. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis a acquiescé presque imperceptiblement. Ce n'étaient pas des excuses, mais c'était une forme de reconnaissance. Elle avait compris la leçon. « Antoine est un homme bon », ai-je continué. « Il mérite d'être traité avec respect, tout comme sa famille. »« Je comprends », a-t-elle murmuré. J'ai hoché la tête, satisfaite. « Alors je vous souhaite une longue et heureuse vie ensemble, et j'espère sincèrement que nous trouverons un moyen de coexister pacifiquement, pour le bien d'Antoine. » Sur ces paroles, je l'ai laissé, traversant la salle pour retrouver Lucien qui m'attendait près de la sortie. « Mission accomplie » a-t-il demandé en m'offrant son bras. « Mission accomplie » ai-je confirmé. Je pense que notre chère Camille y réfléchira à 2 fois avant de m'insulter à nouveau. Nous avons quitté le château sous un ciel étoilé, la musique de la fête s'estompant progressivement derrière nous. Dans la voiture qui nous ramenait à l'hôtel, j'ai regardé par la fenêtre les vignobles endormis, argentés sous la lune. « Tu sais, » a dit Lucien, après un moment de silence contemplatif, « tu m'as impressionné ce soir. Tu as fait face à l'humiliation avec une grâce que peu de gens auraient pu maintenir. Et tu t'es vengé avec style. » J'ai souri dans l'obscurité. Marcel disait toujours que la vengeance est un plat qui se mange froid. Je crois qu'il aurait apprécié ma recette particulière. Lucien a ri, doucement. Je n'en doute pas. Il t'aimait pour ton esprit, ta force tranquille, celle que tu as redécouverte ce soir. Oui, ai-je murmuré, réalisant la vérité de ses paroles. Je crois que je m'étais un peu perdue après sa mort. J'étais devenue uniquement la mère d'Antoine, oubliant d'être simplement Corinne. Et maintenant, je me souviens. Je me souviens de qui je suis. La voiture s'est arrêtée devant l'hôtel. Lucien est descendu le premier, m'offrant sa main pour m'aider à sortir. Un geste de galanterie d'une autre époque. « Tu rentres à Lyon demain ?» a-t-il demandé alors que nous traversions le hall. « Oui, premier train. Et toi ? Je te raccompagne, si tu veux bien. Ma vieille maison me manque et mes vignes ont besoin d'attention. » Nous nous sommes arrêtés devant la porte de ma chambre. Un moment de silence s'est installé entre nous, chargé de possibilités non exprimées. « Merci, Lucien, » ai-je finalement dit, « pour ton soutien ce soir, pour ta présence. Je serai toujours là pour toi, Corinne. Toujours. » Il s'est penché et a déposé un léger baiser sur ma joue, si proche du coin de mes lèvres, que j'ai senti mon cœur s'accélérer comme celui d'une adolescente. « Bonne nuit » a-t-il murmuré. « Bonne nuit » ai-je répondu, le regardant s'éloigner vers sa propre chambre. Une fois seule, j'ai retiré ma robe bleue, mes perles, défait mon chignon. Devant le miroir, j'ai observé mon reflet. Une femme de 64 ans, avec ses rides, ses cheveux gris, les marques que la vie avait laissées sur son visage, mais aussi une femme avec du feu dans les yeux, une détermination retrouvée, une dignité reconquise. « Tu avais raison, Marcel », ai-je chuchoté à son souvenir. La vraie élégance ne s'achète pas. Elle vient du cœur, de l'âme, de la façon dont on se relève après être tombé. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai vraiment cru que quelque part, d'une manière que je ne comprendrai jamais, il m'avait entendu. Cette histoire que je viens de vous raconter s'est déroulée il y a maintenant 3 ans. Beaucoup de choses ont changé depuis ce jour où j'ai été traitée de vieille garce devant 200 invités. Ce jour où j'ai pris une grande inspiration et fait quelque chose que ma belle-fille n'oubliera jamais. La vie nous réserve parfois des surprises étonnantes. Ma relation avec Camille, contre toute attente, s'est progressivement améliorée. Cette leçon que je lui ai donnée, aussi peu conventionnelle qu'elle ait été, a posé les bases d'un respect mutuel que nous n'aurions jamais trouvé autrement. Elle ne m'appellera jamais maman et je ne la considérerai jamais comme ma fille. Mais nous avons appris à coexister paisiblement pour le bien d'Antoine.
Antoine, mon fils bien-aimé, a finalement découvert la vérité sur ce qui s'était passé ce jour-là. Un soir, lors d'un dîner chez moi à Lyon, Pascal nous a rendu visite et a laissé échapper quelques allusions après un verre de trop. Mon fils a d'abord été choqué, puis a éclaté de rire. « Maman, je n'aurais jamais cru ça de toi », a-t-il dit avec un mélange d'incrédulité et d'admiration. Ce jour-là, je crois qu'il a commencé à me voir, non plus seulement comme sa mère, mais comme une femme à part entière, avec ses forces et ses faiblesses, capable de se défendre quand il le fallait. Quant à Lucien, mon fidèle ami, eh bien, il est devenu beaucoup plus qu'un ami. 6 mois après le mariage d'Antoine, nous avons commencé à nous fréquenter régulièrement. Aujourd'hui, nous partageons nos vies entre ma maison à Lyon et sa propriété viticole. Il dit toujours que c'est mon discours au mariage qui l'a définitivement conquis. Une femme capable de se venger avec tant d'élégance mérite d'être aimée, plaisante-t-il souvent. Je vous raconte cette histoire aujourd'hui parce que j'ai appris quelque chose d'important ce jour-là, quelque chose que je souhaite partager avec vous. L'âge n'est pas une faiblesse, être vieux n'est pas une insulte. Chaque ride sur mon visage raconte une histoire, chaque cheveu gris est un témoignage des batailles que j'ai menées, des joies que j'ai connues, des peines que j'ai surmontées. Cette expérience m'a enseigné que la dignité n'est pas quelque chose qu'on nous accorde, c'est quelque chose que nous devons parfois défendre, pas nécessairement par la vengeance comme je l'ai fait, mais en refusant d'être diminués, effacés, méprisés simplement parce que nous avons vécu plus longtemps que d'autres. Si mon histoire vous a touché, si elle a résonné en vous d'une manière ou d'une autre, je vous invite à vous abonner à Souvenirs de grand-mère. Ce canal est né de ma conviction profonde que nos histoires, celles des personnes qui ont vécu, aimé, souffert, triomphé pendant des décennies, méritent d'être entendues. Chaque semaine, je partage avec vous une nouvelle histoire, un nouveau souvenir, une nouvelle leçon que la vie m'a enseignée. Appuyer sur ce bouton d'abonnement ne vous prendra qu'une seconde, mais pour moi, cela signifie énormément. Cela me dit que mes paroles ne se perdent pas dans le vide, que quelqu'un, quelque part, écoute et peut-être trouve un peu de sagesse, un peu de réconfort, un peu d'inspiration dans mes récits. Je vous encourage également à explorer les autres vidéos de la chaîne. J'y parle de mon enfance dans la France d'après-guerre, de mon mariage avec Marcel, de mes années d'enseignement, de mes voyages, de mes joies et de mes peines. Chaque histoire est un morceau de ma vie que je vous offre. Les commentaires sont pour moi une source inestimable de joie. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette histoire. Auriez-vous agi différemment à ma place? Avez-vous déjà vécu une situation similaire? Comment avez-vous réagi? Partagez vos propres expériences, vos réflexions. Ce canal n'est pas seulement un monologue, c'est une conversation entre nous. Et si mes histoires vous apportent quelque chose de précieux, si elles vous font rire, réfléchir ou simplement passer un bon moment, envisagez peut-être de soutenir ce canal via le bouton Merci. Cette fonction permet de faire un petit don qui m'aide à couvrir les coûts de production et à continuer à partager des histoires avec vous quotidiennement. Chaque contribution, même la plus modeste, est un encouragement à poursuivre cette aventure, à explorer davantage de souvenirs, à partager davantage d'expériences. Créer ces vidéos demande du temps, de l'énergie, des ressources. Votre soutien, qu'il soit sous forme d'un abonnement, d'un commentaire, d'un j'aime ou d'une contribution financière, est ce qui rend tout cela possible. C'est ce qui me permet de continuer à vous raconter ces histoires qui, je l'espère, vous touchent autant qu'elles m'ont marqué. Merci d'avoir écouté l'histoire de ce jour où une vieille garce a prouvé qu'elle avait encore quelques tours dans son sac. À bientôt pour une nouvelle aventure dans Souvenirs de grand-mère. Descrissant. Au mariage de mon fils, j'ai vécu l'expérience la plus embarrassante de ma vie quand ma belle-fille m'a humiliée devant 200 invités en me traitant de vieille garce. Je n'aurais jamais imaginé que je trouverais le courage de réagir d'une manière dont elle se souviendra toute sa vie. Dans cet épisode de Souvenirs de grand-mère, je vous emmène dans les somptueuses salles du Château des Roses, près de Bordeaux, où ce qui devait être le plus beau jour de la vie de mon fils s'est transformé en une bataille d'élégance et de dignité que personne n'avait anticipée. Découvrez comment une femme de 64 ans, sous-estimée et méprisée, peut se révéler bien plus redoutable qu'on ne l'imagine.
sans jamais perdre sa classe. Une histoire sur le respect, la famille, la vengeance sophistiquée et la redécouverte de soi-même. Comment réagiriez-vous à ma place? Une histoire 100% française, remplie d'émotions, de rebondissements et de cette touche d'élégance que seule une grand-mère lyonnaise peut apporter. Abonnez-vous pour ne manquer aucun de mes récits et activez la cloche de notification. Un nouveau souvenir chaque jour. Vous pouvez soutenir la chaîne en utilisant le bouton « Merci ». Chaque contribution permet de continuer à créer des histoires qui touchent votre cœur. Venez découvrir si j'ai su rendre la monnaie de sa pièce à cette mariée arrogante et comment cela a changé nos vies à jamais. Qu'un souvenir de grand-mère, c'est Histoires vraies, Revanche parfaite, Mariage français, Belle famille compliquée, Dignité, Sagesse de l'âge,